Bienvenue à tous sur Cardio Online. Je m'appelle Jacques Mansourati, je suis cardiologue et rythmologue au CHU de Brest. Le sujet que nous allons traiter est celui des extrasystoles ventriculaires. Quand les prendre en charge et quelle prise en charge. Et l'expert du jour, c'est Nicolas Lelouch, qui est cardiologue et rythmologue aussi au CHU de Henri Mondor. Ces extrasystoles ventriculaires, c'est relativement fréquent dans nos consultations. Quand est-ce qu'il faut penser à les traiter? Bonjour Jacques. Effectivement, c'est un objet de consultation qui est relativement fréquent. Et donc, on va, devant quelqu'un qui a des extrasystoles ventriculaires, se poser plusieurs questions qui vont aboutir à une éventuelle indication de traitement. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il faut faire un bilan cardiaque et notamment une recherche de cardiopathie sous-jacente chez les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires. Et ça va reposer sur le nombre de SV qu'on constate sur le Holter des 24 heures. Ce qui est recommandé, c'est environ au-delà de 250 ESV sur 24 heures. Il est plutôt recommandé de débuter un bilan diagnostique et de rechercher une cardiopathie sous-jacente. Les examens qu'on va effectuer devant des ESV correspondent déjà à l'électrocardiogramme qui va déjà nous renseigner sur la morphologie de l'ESV, si on arrive à la voir, et la localiser et orienter vers une éventuelle cardiopathie en fonction de son origine gauche ou droite. Les autres examens standards, je dirais, sont effectivement le Holter des 24 heures, s'il n'a pas été fait avant, pour quantifier le nombre d'extrasystoles ventriculaires. La réalisation d'une échocardiographie pour rechercher une cardiopathie sous-jacente, c'est évidemment fondamental. Et maintenant, de plus en plus, on réalise de première intention une IRM cardiaque pour rechercher notamment des foyers ventriculaires qu'on n'arrive pas à voir à l'échocardiographie. Une fois que ce bilan a été fait, que l'interrogatoire et que l'examen clinique a été fait pour le patient, on va arriver devant différentes situations qui vont éventuellement indiquer un traitement. Quelles situations vont nous pousser à utiliser un médicament antiarythmique, par exemple? Les deux aspects fondamentaux pour indiquer le traitement sont le caractère symptomatique des extrasystoles. Et ça, c'est vraiment un diagnostic d'interrogatoire qui peut parfois être difficile. Et des fois, les patients ont un petit peu tendance à sous-estimer leurs symptômes. Donc, des fois, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Et la deuxième chose, c'est au bilan qu'on vient de faire, la présence d'une dysfonction ventriculaire gauche, avec l'idée éventuelle que ces extrasystoles ventriculaires peuvent être responsables de cette dysfonction ventriculaire gauche. Donc, toujours est-il que sur les indications de traitement, on retient des ESV symptomatiques et ou avec la présence d'une dysfonction ventriculaire gauche qui peut être causée par ces extrasystoles ventriculaires. Quel médicament dans ce cas choisir et comment faire le choix? Alors, je dirais que de première intention, chez les gens qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, les deux médicaments essentiels sont les antiarythmiques de classe 1, donc essentiellement le flécaïnide, qu'on utilise en pratique courante, ou les bêta-bloquants, qu'on utilise aussi, donc tous les bêta-bloquants, avec une petite préférence pour le sotalol, qui a un petit effet de classe 3 associé à son effet bêta-bloquant. Alors, le choix entre ces deux médicaments, c'est un petit peu laissé à l'appréciation du médecin, mais c'est vrai que nous, on aime bien voir un petit peu avec le patient et avec les résultats du Holter, si je dirais que les sensations de palpitation ou les ESV s'aggravent à l'effort ou au stress. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on préférera plutôt les bêta-bloquants. Sinon, si c'est des circonstances plutôt vagales, nocturnes au repos, ou que ça n'a rien à voir avec l'effort, on préférera le flécaïnide. Évidemment, ces deux médicaments, on doit tenir compte des contre-indications à ces médicaments avant d'instaurer le traitement. Le troisième médicament, mais qu'on utilise en seconde intention ou chez un patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche, c'est évidemment l'amiodarone, qui est très efficace, mais qui par contre a le problème d'effets secondaires, notamment pour la prise au long cours. À quel moment faut-il aller jusqu'à l'ablation par courant de radiofréquence? On reste sur les indications thérapeutiques des antiarythmiques, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient symptomatiques et ou avec une présence de dysfonction ventriculaire gauche. Donc ça peut être assez rapide. En général, on commence par un traitement médical. Si le patient a un effet secondaire ou que le traitement antiarythmique ne marche pas, on peut doser, changer les médicaments, mais en cas d'inefficacité thérapeutique, on arrive à l'ablation et on ira d'autant plus tôt que les patients sont jeunes. Notamment avec une dysfonction ventriculaire gauche, puisque la cordarone, je dirais en dessous de 65-70 ans, ça me paraît très discutable chez quelqu'un d'assez bien portant de commencer de la cordarone au long cours, compte tenu du risque. Donc chez les gens qui ont des dysfonctions ventriculaires gauche, on ira assez rapidement à l'ablation. Chez les autres, on essaye un traitement médicamenteux. S'il ne marche pas ou qu'il est mal toléré, et souvent chez les gens jeunes, ça les embête de prendre un traitement au long cours, on ira à l'ablation. Avec de très bons résultats de cette ablation. Merci Nicolas.